Nous passons ainsi à l'analogie temporelle, puisque Montaigne fait référence à Chrysippe et Zénon, chef de l'école stoïque, le stoïcisme étant une école de pensée, une philosophie antique qui vise à l'équilibre des passions, hein, justement par l'absence de toute passion, puisque dans l'école stoïque, nous ne pouvons agir que sur les choses qui dépendent de nous, et les choses qui ne dépendent pas de nous, nous n'avons pas à nous en occuper. Eh bien, de la viande et de la viande, que ce soit celle d'un animal ou celle d'un humain. Et c'est bien ce qu'il exprime en rappelant qu'il n'y a aucun mal à se servir de notre cadavre, de quelque manière que ce fût. On notera le subjonctif, hein, donc en cas de nécessité, notre besoin, et même d'en tirer de la nourriture, à l'exemple de nos ancêtres. Donc là, on se rend compte par l'exemplum, il cite César, il cite Chrysippe et Zénon comme finalement des arguments d'autorité. Il rappelle que ce que les Européens ont connu, l'anthropophagie pratiquée par les Indiens, tout cela a déjà été fait, et on peut aussi noter la syllabe sur notre besoin. La première personne du pluriel montre toujours une actualité de cette leçon stoïque, hein, qui était valable à l'Antiquité, mais qui est encore valable aujourd'hui, puisque c'est un besoin de la race humaine en général. Là encore, on a un double mouvement. Hein. L'exemplum de César va être renforcé par la citation de Juvénal, qui fonctionne toujours comme un argument d'autorité, citation qui va être intégrée immédiatement à la réflexion. Hein, les Gascons, dit-on, se nourrirent ainsi pour prolonger leur vie. Cette notion d'anthropophagie n'est pas un mal pour l'Antiquité. Cette analogie temporelle va se poursuivre par la référence au médecin. Et par cette référence au médecin, on se rend compte finalement que cette analogie temporelle va se construire exactement de la même manière que l'analogie spatiale, c'est-à-dire qu'on a l'explicitation rapide de deux faits qui vont être développés par la suite. Donc les deux faits ici, c'est se servir de notre cadavre de quelque manière que ce fût. Deuxième fait, même d'en tirer de la nourriture. Le cas de l'exemplum de César et de Juvénal explicite le fait d'en tirer de la nourriture, et le cas de la médecine explicite le fait de se servir du cadavre de quelque manière que ce fût. Et donc finalement ici, la répétition ou l'explicitation, le développement, va se construire en chiasme. Hein. Donc se servir du cadavre, en tirer de la nourriture, en tirer de la nourriture, se servir du cadavre, ici pour la médecine. Et cela s'explicite évidemment parce que on retrouve exactement la même construction, hein. Se servir de notre cadavre, ligne 317, ligne 325, les médecins ne craignent pas de s'en servir à toutes sortes d'usages. Donc on retrouve véritablement l'idée de besoin, notre besoin, hein, s'en servir à toutes sortes d'usages, et ici du coup pour la santé. L'analogie temporelle qui va opposer, ou en tout cas mettre en parallèle, eux et les pratiques de l'Antiquité, validées par les pratiques actuelles, notamment la médecine, va là encore permettre d'apporter quelques informations supplémentaires à la question de l'anthropophagie, en tout cas de la mettre en perspective. Ces deux analogies, spatiale et temporelle, vont permettre finalement à Montaigne de conclure non seulement sur ce problème, véritablement, de l'anthropophagie, ou cette question, mais aussi et surtout, ça va lui permettre de remettre en perspective nos critères de jugement. Cette conclusion est introduite par la conjonction de coordination adversative, mais qui va prendre à contre-pied, comme le fait très souvent Montaigne, l'appréciation immédiate d'un fait pour la réévaluer à l'aune de la réflexion qui vient de se faire. On ne trouva jamais aucun esprit assez déréglé pour excuser la trahison, la déloyauté, la tyrannie, la cruauté, qui sont nos fautes ordinaires. Donc tout ce qui s'est passé avant, ce qui sont finalement des problèmes très physiques, sont mis en avant, beaucoup trop selon Montaigne, par rapport à des vices moraux, la trahison, la déloyauté, la tyrannie, la cruauté, vices moraux qui sont caractéristiques, pas des humains en général justement, mais des Européens, et notamment des contemporains de Montaigne. Ce
qu'on retrouve avec l'usage de la première personne du pluriel toujours. Nos fautes ordinaires. Fautes dont se dispensent finalement, fautes morales dont se dispensent ceux que l'on appelle barbares, qui ne font finalement que des fautes entre guillemets physiques, mais fautes qui sont validées par des penseurs antiques et validées aussi par les nécessités de la guerre, que l'on connaît aussi en Europe. La notion d'esprit déréglé amène ainsi du coup Montaigne à placer l'acception de ces barbares sous l'égide de la folie et va lui permettre de retourner finalement cette définition et ce concept. Nous pouvons donc, on est bien dans une conclusion, nous pouvons donc bien les appeler barbares. Donc la définition colle, mais système conditionnel juste après, si nous jugeons d'eux par rapport aux règles de la raison. C'est-à-dire que l'esprit déréglé qui faisait appel à la notion de folie montre qu'en réalité, on les juge selon les critères de la raison, mais non par rapport à nous, qui les surpassons en toutes sortes de barbarie. C'est donc bien, il faudrait véritablement les juger par rapport à la raison, mais ce n'est pas ce qui est fait. Montaigne critique finalement l'illusion de raison des Européens qui, sous couvert de juger, en réalité surpassent en cruauté tous les faits qu'ils dénoncent. Comment Montaigne discute-t-il la question de l'anthropophagie ? Eh bien, nous avons vu qu'il procède par plusieurs moyens. Je ne me suis pas étendu sur les stratégies argumentatives, mais on a vu qu'il utilise beaucoup d'arguments de logique, de raison. Il est donc principalement de la conviction, mais on a vu aussi que, notamment par la modélisation, les adjectifs antéposés, etc., il convoque les exemples antiques aussi, il convoque aussi certains arguments de type persuasif. Il discute aussi la question de l'anthropophagie en la mettant en lien à la fois avec des pratiques contemporaines, avec cette analogie spatiale, le eux, le nous, et des pratiques antiques qui étaient considérées comme l'âge d'or, donc une pratique viable, avec l'analogie temporelle eux contre l'Antiquité, pratique qui d'ailleurs est toujours validée par l'usage de la médecine. Comment la discute-t-il encore ? Eh bien, il la discute de manière à la remettre en perspective et du coup de manière à expliciter la nécessité de la relativité du jugement. Remettre en perspective cette question, c'est obliger les gens à réfléchir et obliger surtout les gens à réfléchir sur leur propre comportement. Vous m'avez posé la question ensuite de l'expression de la négation, lignes 27 à 29, je vous les relis rapidement. Mais on ne trouva jamais aucun esprit assez déréglé pour excuser la trahison, la déloyauté, la tyrannie, la cruauté qui sont nos fautes ordinaires. On retrouve ici 3 éléments négatifs et un qui pourrait être discutable. Un élément négatif de négation verbale et 2 éléments négatifs de négation lexicale. Je commence par la négation verbale qui est la plus simple. C'est bien une négation bitensive avec les 2 éléments. On a bien le discordantiel ne et le forclusif jamais. On ne trouva jamais. C'est donc une négation totale. Pour ce qui est des 2 négations lexicales, elles sont formées de la même manière. On peut trouver déréglé et déloyauté. Donc ce sont bien des négations lexicales puisqu'elles ne sont pas bitensives d'une part. Elles ne portent pas sur un verbe conjugué d'autre part. Conjugué en tout cas à un mode personnel puisque régler est un verbe, mais ici il est utilisé comme adjectif grâce au participe passé. Et elles sont formées uniquement d'un élément. Ces négations sont formées uniquement d'un seul élément qui est un préfixe privatif ou un préfixe négatif. Un cas qui aurait pu être problématique, il ne fait pas partie de la négation. Il s'agit de aucun esprit. Aucun étant ici en réalité un déterminant positif et non pas un adverbe négatif.